Laria Bible et Ashley Freeman ont disparu le jeudi 30 décembre 1999 alors qu'ils fêtaient le 16e anniversaire d'Ashley. Laria avait passé la nuit chez une amie, mais cette nuit-là, la maison de la famille Freeman a pris feu, détruisant complètement le bâtiment. Les jeunes filles ont disparu sans laisser de traces, et les inspecteurs n'avaient aucune piste pour les aider à comprendre ce qui leur était arrivé. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 2020, que l'enquête s'est enfin rapprochée de la résolution du mystère. C'était les vacances de Noël, dans l'est de l'Oklahoma, et Laria Bible, 16 ans, passait presque tous ses jours dans la maison de campagne de la famille Freeman avec sa meilleure amie Ashley. Cependant, l'approche de son anniversaire ne rend pas Ashley heureuse, et son état dépressif inquiète Laria. La situation s'est aggravée après la mort de son frère Shane Freeman, 1 an plus tôt, qui a porté un coup dur à la jeune fille. Les deux amis étaient inséparables depuis l'enfance. Leur maison était de voisine, mais en 1995, la famille Freeman a déménagé à 30 km de là, ce qui n'a pas empêché leur amitié. Laria, un peu plus âgée, avait déjà son permis de conduire et conduisait une voiture. Ashley rêvait également d'obtenir son permis et économisait de l'argent en travaillant dans un magasin, soit environ $4000. Elle prévoyait de passer l'examen de l'auto-école juste après son anniversaire. Les filles aimaient passer du temps ensemble. Elles se coiffaient, allaient chez le manucure et faisaient du sport. Ashley jouait au basketball et Laria était l'une des meilleures pom-pom girls de l'école. En outre, Ashley s'intéressait à la chasse et a abattu son premier cerf à l'âge de 13 ans. Le jour de l'anniversaire d'Ashley, son humeur ne s'est pas améliorée et la soirée s'est déroulée sans grand événement. Elle, Laria et sa mère Cathy sont allées faire des courses et à leur retour, tard dans la soirée, elles ont décidé de passer la nuit chez elle. Plus tard, Jeremy Hurst, le petit ami d'Ashley, est passé, lui a offert un cadeau et est parti. Et bientôt, un incendie a changé la vie de ces familles, pour toujours, le 31 décembre 1999. Au petit matin, les pompiers d'Oklahoma City ont reçu un appel signalant un grave incendie dans la maison des Freeman. Lauren Bible, la mère de Laria, était au travail lorsqu'elle a reçu un appel de son fils signalant l'incendie. Lorsqu'ils ont appris qu'un corps avait été retrouvé, les parents de Laria se sont précipités sur les lieux horrifiés. Lorsqu'ils sont arrivés, l'incendie avait été éteint et la police avait bouclé les lieux. Ils espèrent que leur fille est indemne, mais l'enquête n'a pas encore commencé. Le bureau du shérif local attend l'arrivée des agents du FBI. La raison de ce retard pourrait être un conflit de longue date entre la famille Freeman et le shérif au sujet de la mort de Shane. Shane Freeman avait disparu et lorsqu'il a été retrouvé, il a révélé qu'il avait été maltraité par son père. Quelques mois plus tard, le shérif l'a abattu, affirmant que Shane l'avait menacé avec une arme à feu. La famille Freeman a contesté cette affirmation, mais n'a pas eu le temps d'intenter une action en justice. La tragédie s'est produite quelques jours avant la date limite. Lorsque l'agent du FBI Steve Nattar est arrivé sur les lieux, il n'a trouvé qu'un seul corps, celui de Katie Freeman. Elle était allongée sur un lit d'eau qui a partiellement éteint l'incendie, mais ne l'a pas sauvée. Les policiers ont continué à fouiller les décombres à la recherche d'autres corps, mais n'ont trouvé personne d'autre. Les parents de Laria espéraient que les filles s'étaient échappées à temps, mais le FBI n'a pas entamé de recherche et n'a même pas inspecté les environs de la maison. Le père de Laria, Jay Bible, a alors organisé une équipe de recherche composée de gardes-chasse locaux, mais ils n'ont rien trouvé. L'agent Nattar a rapporté plus tard que des blessures par balle avaient été trouvées sur le corps de Katie, ce qui avait causé sa mort avant le début de l'incendie. Cela indique que ce qui s'est passé n'était pas un accident. La police a organisé une expédition de 2 jours dans l'espoir que l'enquête puisse enfin être menée à bien.
Pour la première fois depuis longtemps, la famille Biebel était convaincue que l'enquête avançait dans la bonne direction. L'optimisme était de mise au début des recherches, les policiers ayant à leur disposition des chiens de recherche, mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs, leurs espoirs commençaient à s'évanouir. Les mines de Galing disposent d'un réseau complexe de tunnels et tout ce qui touche le fond n'y reste pas longtemps, mais est emporté par le courant. Grâce à la photographie sous-marine, les chercheurs ont pu voir parmi les débris même une lame de bulldozer, mais aucune trace des jeunes filles. Malgré le témoignage détaillé de Jones et le professionnalisme de l'équipe de recherche, leurs efforts sont restés vains. Plus tard, lorsqu'il est devenu évident qu'aucune preuve ne pouvait être trouvée, le prisonnier est revenu sur ses aveux. Les enquêteurs ont comparé la période de la disparition des filles avec le récit de l'auteur et ont commencé à douter de son implication. Jones aurait-il pu commettre le crime, étant donné qu'il a été appréhendé à seulement 15 km du domicile de la famille Freeman? L'arrestation de Jeremy Jones a eu lieu à 4 heures du matin, alors qu'il affirme avoir mis le feu à la maison et être parti avec les otages à 3 heures du matin. Il a fallu 1 heure à l'agent spécial Nataro pour retracer son itinéraire. Jones aurait-il pu se rendre à la mine, se débarrasser des filles, revenir, effacer ses traces et se faire arrêter pour trouble à l'ordre public? L'agent Nataro a admis que la partie la plus difficile de son travail était de priver les parents de leurs derniers espoirs de dire au revoir à leurs filles. Un service commémoratif pour Lori Biebel et Ashley Freeman a été organisé le mercredi 30 décembre 2009, 10 ans après la tragédie. En 2018, le Washington Post a fait état de nouvelles circonstances entourant la disparition des jeunes filles. Les autorités ont finalement identifié les auteurs présumés. Selon de multiples témoignages, les 3 hommes se sont vantés à plusieurs reprises de leur implication dans le crime, des années après qu'il se soit produit. Le magazine People a confirmé que la police avait arrêté Ronald Busick, 66 ans, et l'avait inculpé de 4 chefs d'accusation. 2 autres suspects, Warren Welch et David Pennington, sont décédés à ce stade, ce qui ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les accusations. Selon les médias, Welch, Pennington et Busick se sont non seulement vantés de ce qu'ils avaient fait, mais ont également menacé quiconque tenterait de les dénoncer à la police. Plus précisément, elle a déclaré que les hommes avaient d'abord pris les filles en otage, qu'ils avaient ensuite abusé d'elles et qu'ils les avaient ensuite démembrées. Elle a également révélé que Welch était en possession d'une mallette contenant des photographies de filles ligotées, la bouche scotchée. Sur certaines de ces photos figurait Welch lui-même. Les détails concernant Busick restent inconnus. Toutefois, le procureur principal Isaac Shield a déclaré que l'avocate du suspect, Gretchen Molsey, avait assuré au procureur que son client était disposé à fournir des informations sur le lieu de sépulture des jeunes filles en échange d'un accord. Selon les termes de l'accord, Busick doit plaider coupable et fournir l'emplacement exact des corps. En contrepartie, le tribunal accepte de réduire sa peine à 15 ans, dont 10 ans en prison et les 5 ans restants avec sursis. Toutefois, si les restes des fillettes sont retrouvés, la sentence qui devrait être prononcée le 31 août 2020 ramènera sa peine de prison à 5 ans. La police a organisé une expédition de 2 jours, dans l'espoir que l'enquête puisse enfin être menée à bien. Pour la première fois depuis longtemps, la famille Biebel était convaincue que l'enquête avançait dans la bonne direction. L'optimisme était de mise au début des recherches, les policiers ayant à leur disposition des chiens de recherche, mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs, leurs espoirs commençaient à s'évanouir. Les mines de Galing disposent d'un réseau complexe de tunnels et tout ce qui touche le fond n'y reste pas longtemps, mais est emporté par le courant. Grâce à la photographie sous-marine, les chercheurs ont pu voir parmi les débris même une lame de bulldozer, mais aucune trace des jeunes filles. Malgré le témoignage détaillé de Jones et le professionnalisme de l'équipe de recherche, leurs efforts sont restés vains.
Plus tard, lorsqu'il est devenu évident qu'aucune preuve ne pouvait être trouvée, le prisonnier est revenu sur ses aveux. Les enquêteurs ont comparé la période de la disparition des filles avec le récit de l'auteur et ont commencé à douter de son implication. Jones aurait-il pu commettre le crime, étant donné qu'il a été appréhendé à seulement 15 km du domicile de la famille Freeman? L'arrestation de Jeremy Jones a eu lieu à 4 heures du matin, alors qu'il affirme avoir mis le feu à la maison et être parti avec les otages à 3 heures du matin. Il a fallu 1 heure à l'agent spécial Nataro pour retracer son itinéraire. Jones aurait-il pu se rendre à la mine, se débarrasser des filles, revenir, effacer ses traces et se faire arrêter pour trouble à l'ordre public? L'agent Nataro a admis que la partie la plus difficile de son travail était de priver les parents de leurs derniers espoirs de dire au revoir à leurs filles. Un service commémoratif pour Lori Bible et Ashley Freeman a été organisé le mercredi 30 décembre 2009, 10 ans après la tragédie. En 2018, le Washington Post a fait état de nouvelles circonstances entourant la disparition des jeunes filles. Les autorités ont finalement identifié les auteurs présumés. Selon de multiples témoignages, les 3 hommes se sont vantés à plusieurs reprises de leur implication dans le crime, des années après qu'il se soit produit. Le magazine People a confirmé que la police avait arrêté Ronald Busick, 66 ans, et l'avait inculpé de 4 chefs d'accusation. 2 autres suspects, Warren Welch et David Pennington, sont décédés à ce stade, ce qui ne permet pas de confirmer ou d'infirmer les accusations. Selon les médias, Welch, Pennington et Busick se sont non seulement vantés de ce qu'ils avaient fait, mais ont également menacé quiconque tenterait de les dénoncer à la police. Les enquêteurs ont enregistré les déclarations de témoins qui ont affirmé que le mobile du crime était les dettes de Danny Freeman, liées à des activités illégales. Le témoin, appelé T.O. dans les documents, a déclaré qu'elle vivait avec Welch depuis un certain temps et qu'elle avait entendu leur conversation. Elle a notamment déclaré que les hommes avaient d'abord pris les filles en otage, puis les avaient maltraitées avant de les éventrer. Elle a également décrit la possession par Welch d'une mallette contenant des photographies de filles ligotées, la bouche scotchée. Sur certaines de ces photos figurait Welch lui-même. Les détails concernant Busick restent inconnus. Toutefois, le procureur principal Isaac Shield a déclaré que l'avocate du suspect, Gretchen Molsey, avait assuré au procureur que son client était disposé à fournir des informations sur le lieu de sépulture des jeunes filles en échange d'un accord. Selon les termes de l'accord, Busick doit plaider coupable et fournir l'emplacement exact des corps. En contrepartie, le tribunal accepte de réduire sa peine à 15 ans, dont 10 ans en prison et les 5 ans restants avec sursis. Toutefois, si les restes des fillettes sont retrouvés, la sentence, qui devrait être prononcée le 31 août 2020, ramènera sa peine de prison à 5 ans. L'affaire des personnes disparues de Lori Bible et Ashley Freeman a connu de nombreuses années de fausses pistes, d'espoirs déçus et d'enquêtes compliquées. Malgré les efforts des enquêteurs, des équipes de recherche et des journalistes, la vérité est restée cachée pendant des années. Cependant, grâce à la persistance des proches qui n'ont jamais cessé de se battre pour la justice, l'affaire a connu un nouveau développement. Le 15 février 2010, à 9h39, la police du comté de San Diego a reçu un appel inquiétant de Michael McStay, résident à Huntington Beach. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu contacter son frère Joseph McStay, sa femme Summer et ses enfants Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans, pendant 11 jours depuis le 4 février. Ils n'ont pas répondu aux appels pendant toute cette période, ce qui est tout à fait atypique pour une famille qui a toujours été en contact. La police s'est rendue à l'adresse indiquée par Michael, 3473 Avocado Vista, Fallbrook, Californie, pour vérifier ce qui se passait. Cependant, en arrivant sur place, les policiers n'ont rien trouvé d'anormal. La maison était vide et bien que le garage n'ait pas été inspecté, personne n'y a prêté attention.
Qu'il s'agisse d'une erreur ou de la méfiance habituelle à l'égard des mauvaises nouvelles, la police a conclu que la famille était peut-être simplement partie. Signe suspect, mais la situation a commencé à évoluer différemment. Le shérif du comté de San Diego arrive sur les lieux dès le 10 février, mais ne voyant rien d'anormal, n'entre pas non plus dans la maison. Le 13 février, Michael McStay lui-même revient sur les lieux de la disparition. 2 chiens appartenant à la famille McStay, Bear et Little Bear, attirent son attention. Ces animaux avaient l'air sales et affamés, ce qui semblait tout à fait étrange pour des personnes qui partiraient sans s'occuper de leurs animaux de compagnie. Michael, inquiet que quelque chose soit arrivé à la famille, décide de se faufiler dans la maison par une fenêtre. À l'intérieur, il trouve des signes indiquant que la famille a quitté la maison précipitamment. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol, et il semble que les propriétaires soient simplement partis en laissant tout en l'état. À l'intérieur, malgré l'absence de signes inquiétants, Michael sent que quelque chose ne va pas. Enfin, un appel à la police. Quelques jours plus tard, Michael décide de signaler la disparition de sa famille à la police. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence l'enquête, qui conduira à la découverte de détails macabres. Le 10 février, des policiers se rendent au domicile des Douglas, mais ne trouvent aucune trace de lutte ou d'effraction. La décision est prise, il faut attendre quelques jours, en espérant que la famille prenne contact d'elle-même. Premier indice, le temps passe et les Douglas ne se manifestent pas. L'inspecteur Thomas Rivers, qui s'est vu confier l'affaire, a commencé par demander les données relatives aux appels de Michael et de Lily. La réponse de l'opérateur révèle que le téléphone de Michael est éteint depuis le 3 février au soir. Dans le même temps, le téléphone de Lily est resté actif pendant encore 2 jours. Il recevait des appels et des messages, mais ne répondait pas. L'opérateur a également signalé que le 3 février, les téléphones du couple ont été enregistrés près de l'autoroute I-15 à environ 15 km de leur domicile. À 21h17, un appel sortant a été passé depuis le téléphone de Michael vers son collègue, mais l'appelant n'a pas répondu. Le téléphone a ensuite été définitivement éteint. Le dernier appel sortant de Lily a été enregistré à 16h55 le même jour. Des messages ont été reçus sur son téléphone jusqu'au 7 février, date à laquelle le téléphone a probablement été déchargé. Pendant tout ce temps, le signal du téléphone de Lily a été observé près d'un pont, situé à proximité de la ville d'Escondido. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. Il se renseigne auprès de tous les aéroports, gares routières et ferroviaires, hôtels et hôpitaux des environs. Le 12 février, des informations sur la famille disparue sont communiquées aux médias. Des parents et des amis des Douglas ont créé un site web offrant une récompense de 2000 $ pour toute information utile. Des drones ont même commencé à être utilisés pour retrouver la famille. Données financières et perquisitions. Un détective a obtenu un mandat de perquisition au domicile de la famille et a également demandé un examen de leurs transactions financières. Il a été découvert que Michael avait plus de 150 000 $ sur son compte et qu'aucune transaction n'avait été enregistrée depuis sa disparition. La famille avait récemment acheté une maison spacieuse de 2 étages pour 400 000 $. Les entretiens avec les voisins ont révélé que personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition. Le 19 février, Rivers et une équipe d'experts sont allés fouiller la maison et ses environs. Trouvailles étranges. La première chose qui a attiré l'attention est l'absence d'un des véhicules. Le SUV Toyota 4 Runner noir appartenant à Michael a disparu tandis que le second véhicule, le Ford Escape de Lily, est resté garé à l'extérieur de la maison.
Il semble que ce soit le 4 Runner avec lequel la famille a quitté la maison. Lorsque la police a examiné la maison, elle n'a trouvé aucun signe de lutte, mais elle a remarqué des détails étranges. Sur le canapé du salon se trouvaient les lunettes de Lily, qui sortaient rarement sans elle. À proximité se trouvaient 2 grandes boîtes de pop-corn, dont une partie était éparpillée sur le sol, comme si les enfants l'avaient mangée devant la télévision. Dans la cuisine, il y avait une barquette d'œufs abîmés, une banane noircie posée sur la table et un paquet de pop-corn à moitié cuit dans le micro-ondes. La salle de bain soulevait encore plus de questions. Une lampe de table était posée sur le sol comme si quelqu'un l'avait accidentellement fait tomber. Dans le dressing, il y avait des objets éparpillés et des valises ouvertes dans lesquelles on avait mis quelque chose à la hâte. Cependant, le processus d'emballage avait été brusquement interrompu. Les sacs n'étaient pas fermés et les affaires n'étaient pas complètement emballées. L'absence de sac à main féminin est encore plus étrange. Bien que Lily ait beaucoup de vêtements, aucun de ces sacs à main n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs ont interrogé les employés de Joseph, les associés Chase Merritt et Dan Cavanaugh, qui étaient chargés de la partie technique du travail. Il s'est avéré que l'entreprise générait des revenus réguliers et était évaluée à près d'1 million de dollars. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés sur d'éventuels suspects. Le 23 février, soit 19 jours après la disparition, Interpol a été associé aux recherches. Le 5 mars, une nouvelle piste importante est apparue. Des images provenant de caméras de surveillance situées à la frontière avec le Mexique. L'image floue montre une famille de 4 personnes franchissant un poste de contrôle. Toutefois, la qualité des images ne permettait pas d'identifier précisément les personnes. La voiture a quitté la maison le 4 février, alors que les images de la frontière sont datées du 8 février. Malgré ces doutes, la police a mis fin à l'enquête, supposant que la famille était partie de son plein gré. La famille n'a pas cru à cette version. Le père de Joseph, Patrick, a essayé d'organiser ses propres recherches en demandant l'aide d'un ami texan, Tim Miller, qui a participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais cela n'a donné aucun résultat. Les années ont passé, mais la famille n'a jamais été retrouvée, ni au Mexique ni ailleurs. En 2013, l'affaire a été confiée au FBI. Les circonstances de la disparition sont restées mystérieuses, donnant lieu à de nombreuses rumeurs et théories. L'une d'entre elles est que Joseph aurait été impliqué dans un cartel, ce qui aurait entraîné ses conséquences. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Une autre théorie a été avancée par l'écrivain Rick Baker. Il pensait que Summer pouvait se débarrasser de son mari et s'enfuir avec les enfants, allant même jusqu'à simuler un enregistrement de la caméra à la frontière pour induire l'enquête en erreur. Des informations ont également fait surface sur les problèmes de santé de Joseph. Il avait souvent des vertiges, ce qui aurait pu influencer son comportement. La famille McStay a disparu en 2009. Et l'affaire est restée silencieuse pendant des années. Les gens ont oublié l'histoire, mais les proches espèrent toujours qu'ils sont en vie. Le 11 novembre 2013, un motard a découvert un crâne humain dans le désert de Mojave, et les enquêteurs arrivés sur place ont trouvé 2 tombes peu profondes, avec les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Une masse d'1 kilogramme, qui pourrait être l'arme du crime, gisait également sur les lieux. Les restes étaient complètement décomposés et il a fallu 4 jours pour les identifier. Le 15 novembre, il a été confirmé qu'il s'agissait de Summer et de Joseph, et que les petits squelettes étaient probablement ceux de leurs enfants. L'enquête a été confiée au bureau du shérif de San Bernardino. L'ADN de Chase Merritt, l'associé de Joseph, a été retrouvé dans le véhicule de la famille, mais les enquêteurs l'ont d'abord ignoré, parce qu'ils pensaient que la famille avait fui au Mexique. Cependant, le lieu de sépulture se trouvait dans une zone reculée, et il a été possible de conserver des preuves, notamment des traces de pneus qui correspondaient à ceux du camion de Chase.
Il s'est avéré que ce dernier connaissait bien le désert, puisqu'il y avait passé du temps lorsqu'il était enfant et que sa sœur vivait à proximité. Les données du téléphone portable ont également confirmé qu'il se trouvait sur le lieu de l'enterrement. En outre, Chase était en proie à de graves difficultés financières. Alors que les affaires de Joseph étaient en plein essor, Chase empruntait constamment et sa dette totale s'élevait à environ 100 000 $. Il falsifiait également des chèques et même après la disparition de sa famille, il continuait à frauder. Il s'est avéré qu'il avait un grave conflit avec Joseph au sujet de l'argent. La dernière fois qu'ils se sont disputés, c'était au sujet d'un remboursement important pour une fontaine défectueuse. Toutes les preuves pointaient vers Chase. Le 5 novembre 2014, il a été arrêté. Le père de Joseph s'est souvenu que son fils n'était pas satisfait du travail de Chase et qu'il envisageait de le remplacer, ce qui aurait pu constituer un motif supplémentaire. Chase jouait et devait d'importantes sommes au casino. Le 4 février 2010, il aurait appris que Joseph allait le dénoncer à la police pour tricherie. La Californie applique la loi des 3 coups et Chase aurait pu être condamné à une peine de prison à perpétuité. Le soir du 4 février, il s'est rendu dans la maison de son partenaire et a tué toute la famille, puis a caché les corps pendant 2 jours avant de les conduire dans le désert. Auparavant, il a conduit le 4x4 de la famille jusqu'à la frontière pour laisser l'enquête déraper. Il s'est avéré que c'est Chase qui a cherché des informations sur le Mexique dans l'ordinateur de Joseph. Le procès s'est ouvert le 7 février 2019. Les preuves contre Chase étaient circonstancielles, mais l'accusation a prouvé avec assurance sa culpabilité. La défense a tenté de faire porter le chapeau à un autre partenaire commercial, Dan Cavanagh, mais l'enquête n'a pas permis de recueillir d'éléments à son encontre. Finalement, le jury a déclaré Chase coupable du meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à la peine de mort et se trouve actuellement dans une cellule de détention en attendant son exécution. Après le verdict, Chase Merritt a continué à clamer son innocence. Sa défense a déposé de nombreux recours, invoquant l'absence de preuves directes et la partialité présumée de l'enquête. Cependant, la Cour est restée inflexible. Toutes les preuves le désignaient. Pendant ce temps, les proches de la famille McStay tentent de surmonter cette perte. Le père de Joseph, Patrick McStay, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, exigeant que justice soit faite le plus rapidement possible. Il a souligné que Chase n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un ami de confiance de la famille. La trahison de sa part semble particulièrement cruelle. Les médias continuent de couvrir l'affaire, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité de l'enquête. Certains ont critiqué la police pour avoir orienté l'enquête dans la mauvaise direction au cours des premières années, tandis que d'autres ont fait remarquer que sans les corps retrouvés dans le désert, l'auteur du crime n'aurait peut-être jamais été découvert. En attendant, l'histoire de la famille McStay reste l'un des crimes les plus brutaux et les plus mystérieux de son époque. Leur destin, si tragiquement interrompu, nous rappelle à quel point la vie humaine peut être fragile et à quel point la confiance peut facilement conduire à la mort. Malgré la condamnation de Merritt, l'affaire de la famille McStay a laissé de nombreuses questions dans son sillage. Pourquoi la famille a-t-elle pris la route cette nuit-là, laissant derrière elle tous ses biens et ses animaux domestiques? Joseph avait-il un conflit avec quelqu'un d'autre? Et surtout, Merritt aurait-il pu agir seul ou aurait-il eu des complices? Cette histoire est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'actualité criminelle aux États-Unis, nous rappelant à quel point il est facile de disparaître et de se révéler être la victime d'un crime soigneusement planifié. La police est souvent confrontée à un certain nombre de difficultés lorsqu'elle enquête sur ces infractions. La principale difficulté réside dans le fait qu'il peut être difficile de prouver que l'infraction était motivée par la haine du sexe féminin. Cette affaire s'est déroulée au Chili.
Tout a commencé le matin du 29 juin 2010 dans la petite ville de Puerta Barras, située dans la province de Los Lagos. La ville était un endroit plutôt banal et tranquille. Cependant, la tranquillité habituelle a disparu lorsque les habitants ont appris ce qui s'était passé. La victime était une femme de 42 ans, Viviana Aguermas, expert comptable. Son mari, Jaime Angur, travaillait dans la construction. Ils avaient 2 filles. L'aînée avait 14 ans au moment des faits et la plus jeune 7 ans. La famille vivait dans une maison très bien entretenue, dans un quartier chic de la ville. Histoire de la famille Jaime et Viviana se sont rencontrés grâce à des parents communs. Au moment de leur rencontre, Viviana avait environ 25 ans. D'après leurs amis, les époux étaient des personnes complètement différentes. Jaime était une personne renfermée et taciturne, tandis que Viviana, au contraire, se caractérisait par sa gaieté et sa sociabilité. Viviana a grandi dans une famille nombreuse, élevée par sa mère. Son père est mort dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait qu'1 an. Après cela, sa mère a décidé de ne pas s'engager dans une nouvelle relation, se consacrant à l'éducation de ses enfants. Jaime et Viviana se sont mariés en grande pompe et ont passé leur lune de miel en République dominicaine. Après plusieurs tentatives infructueuses de grossesse, ils ont eu 2 filles. Après la naissance de la plus jeune, Viviana a temporairement quitté son emploi pour se consacrer à sa famille. Le matin du 29 juin 2010, tout semble normal à première vue. Après le petit déjeuner, Jaime emmène ses filles à l'école de langue, puis se rend au travail. Cependant, certains détails ont éveillé les soupçons. Viviana n'a pas rangé les assiettes après le petit déjeuner, n'a pas ouvert les rideaux et n'a pas effectué un certain nombre d'activités de routine. D'après les relevés téléphoniques, Viviana avait contacté diverses entreprises dans la matinée et Jaime l'avait appelée à 7h48, apparemment pour lui dire au revoir parce qu'il avait oublié de le faire avant de partir. Dans l'après-midi, Jaime a reçu un appel étrange d'un inconnu. L'appelant a déclaré que Jaime devait l'écouter s'il voulait revoir sa femme. Un cri de femme a également été entendu dans le combiné, puis l'appel a été interrompu. Jaime a pensé qu'il s'agissait d'une farce et n'a rien fait pour contacter sa femme. Plus tard, sa fille aînée a déclaré que Viviana n'était pas venue la chercher à l'école et qu'elle avait décidé de rentrer à pied. Découverte. La fille cadette rentre à la maison et constate le désordre dans la chambre de ses parents. Des affaires et des documents traînent sur le lit. Le coffre-fort, les appareils photos et les bijoux ont disparu de la maison. Jaime signale alors l'incident à la police. Les forces de l'ordre ont fouillé la maison et les alentours, mais n'ont rien trouvé de suspect. Jaime leur a ensuite demandé de quitter la maison car leur présence effrayait les enfants. L'enquête se poursuit. Dans la soirée du 29 juin, les policiers avaient déjà recueilli des informations de base, mais ils ne comprenaient pas bien la situation. Après avoir inspecté la maison, ils ont supposé que Viviana avait peut-être été enlevée, car certaines de ses affaires avaient disparu et la chambre était en désordre. Le lendemain, la police a lancé des recherches approfondies. Les voisins ont été interrogés, les images de vidéosurveillance ont été vérifiées et des efforts ont été déployés pour rechercher d'éventuelles traces du crime dans les environs de la maison. Cependant, aucune preuve significative n'a pu être trouvée. La famille continue d'être au centre de l'attention et les enquêteurs commencent bientôt à interroger Jaime. Son comportement a éveillé certains soupçons. L'homme n'a pas immédiatement signalé l'appel étrange, a tardé à contacter la police et, malgré la situation alarmante, n'a pas cherché activement à retrouver sa femme. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann. Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes?
Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes. Eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Peu à peu, la police a commencé à pencher pour la conclusion que Viviana n'était plus en vie. Pour vérifier cette hypothèse, ils fouillèrent minutieusement les environs, les maisons abandonnées, les granges, les rivières et les plans d'eau. Mais même ces actions ne donnèrent aucun résultat. Jaime était également à la recherche de sa femme. Il a passé des annonces et promis de remercier toute personne qui lui fournirait des informations sur l'endroit où elle se trouve. Mais malgré ses efforts, les recherches n'ont pas progressé. Des conflits cachés dans la famille. L'enquête a révélé que la vie commune de Jaime et Viviana n'était pas aussi heureuse qu'il y paraissait. Jaime a admis avoir trompé sa femme à plusieurs reprises. Selon lui, Viviana l'a découvert accidentellement et a entamé une relation avec un autre homme par vengeance. En outre, Viviana souffrait de dépression et a même suivi un traitement. Un de ses amis proches a déclaré à la police que Jaime était parfois violent avec sa femme. Les enquêteurs ont interrogé l'amant de Viviana, Eduardo Gozé, et ont découvert qu'ils entretenaient toujours une relation. Eduardo a même été ajouté à la liste des suspects, bien qu'il s'agisse plutôt d'une tentative de trouver une nouvelle piste dans une affaire sans issue. Intérêt inattendu pour l'enquête. Quelque temps plus tard, les autorités ont décidé de procéder à une deuxième perquisition au domicile de Jaime, à l'aide de chiens spécialement dressés. Lorsque Jaime l'a appris, il a manifesté un intérêt inhabituel et a commencé à poser des questions sur l'efficacité de ces mesures. Les policiers ont expliqué que les chiens pouvaient trouver des restes humains, même à des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres, et qu'il y avait peu de risque d'erreur. Pour démontrer les capacités des chiens, les enquêteurs ont invité Jaime à la base d'entraînement. L'homme a accepté l'invitation et a vu comment les animaux travaillaient. Une découverte choquante. Peu avant le début d'une nouvelle recherche impliquant les chiens, Jaime a appelé lui-même la police à 18h55 le 9 août, soit 42 jours après la disparition de Viviana. Il a déclaré qu'il avait senti une odeur âcre provenant d'un local de rangement situé derrière le mur de l'une des chambres. En regardant à l'intérieur, Jaime aurait vu la silhouette de sa femme. Cependant, contre toute logique, il n'est pas entré dans le débarras pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle. Ce qui est également étrange, c'est que Jaime a indiqué avoir découvert la silhouette à 6h34, mais n'a contacté la police que 20 minutes plus tard. La police arrive 15 minutes après l'appel de Jaime, des policiers et des membres de la police scientifique sont arrivés sur les lieux. Ils ont reçu des instructions claires pour effectuer des recherches aussi approfondies que possible. Les traces trouvées pourraient permettre de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de Viviana et, éventuellement, d'identifier une personne impliquée dans sa mort. Les policiers procèdent immédiatement à l'examen de la pièce en question. Dans la réserve, ils découvrent le corps d'une femme en état de décomposition. La dépouille appartenait à Viviana, ce qui a été confirmé par un premier examen. Le corps avait été enveloppé dans plusieurs couches de tissu et caché derrière des meubles, ce qui explique que l'odeur n'ait commencé à se répandre que plus d'1 mois après sa disparition. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann. Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes? Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes.
eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Premier problème conjugaux, Jaime a avoué son infidélité et a lui-même parlé de dépression et de difficultés dans sa relation avec sa femme. Deuxième, témoignage de proches. L'ami de Viviana a rapporté que l'homme aurait été violent avec elle. Troisième, comportement étrange. Jaime a tardé à contacter la police, ne s'est pas préoccupé de sa femme immédiatement après sa disparition et a tardé à signaler la découverte des restes. Quatrième, motif financier. Les enquêteurs ont découvert que Jaime avait des dettes importantes et qu'il pouvait s'attendre à un héritage ou à des paiements d'assurance en cas de décès de sa femme. Excuse du suspect. Jaime a nié toute implication dans la mort de sa femme. Il a affirmé qu'il aimait Viviana malgré leur relation compliquée et qu'il n'aurait pas pu lui faire de mal. Il a également attribué sa lenteur à réagir à l'odeur étrange au fait qu'il ne voulait pas effrayer ses filles qui se trouvaient à la maison. Expertise médico-légale. Les experts médico-légaux ont déterminé que la mort de Viviana était survenue le jour de sa disparition. Toutefois, la cause exacte du décès n'a pu être déterminée en raison de l'importante décomposition des tissus. Aucune trace de poison ou d'autres produits chimiques n'a été trouvée dans le corps. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que la femme s'est peut-être éteinte volontairement. Aucun signe évident d'agression par des tiers n'a été trouvé sur le corps de Viviana et un médicament qui aurait pu être utilisé pour l'empoisonnement a été trouvé dans la maison. Cependant, la position étrange du corps, bras levés et jambes repliées, ne correspond pas au cas typique de suicide. Il semble que le corps ait été placé dans cette position délibérément. Réaction des proches et nouvelles expertises. Les proches de Viviana n'ont pas cru à la version du suicide. Ils ont intenté une action en justice contre Jaime et ont insisté pour que le corps soit exhumé. En mars 2012, un deuxième examen médico-légal a été effectué. Elle a révélé les poignets de Viviana portaient des marques de cordes. Les blessures à la tête et au cou peuvent avoir été causées par des coups ou une strangulation. Le corps était probablement resté dans la réserve pendant tout ce temps et n'avait pas été déplacé. Toutefois, la cause exacte de la mort n'a pas été déterminée. L'émergence d'un nouveau suspect, en 2015, un nouveau suspect est apparu dans l'affaire, José Pérez Mansi. José était un homme au destin difficile. Il n'a pas terminé l'école, a travaillé dès l'enfance, a connu de nombreuses difficultés et a même eu un casier judiciaire. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre et sa famille était connue pour ses fréquents conflits. Des témoins et des proches ont décrit José comme un homme violent. Sa propre fille a raconté qu'il avait levé la main sur elle, sa sœur et leur mère. Le cas de Viviana reste confus. Malgré de nouvelles preuves, la cause exacte de sa mort n'a jamais été déterminée. Les soupçons se sont portés à la fois sur Jaime et sur les nouveaux suspects, mais aucune preuve concluante de la culpabilité de l'un ou l'autre n'a été présentée. Conséquences de l'affaire. Après l'acquittement, Jaime et sa fille ont poursuivi l'État chilien, accusant les autorités de négligence dans l'enquête et demandant une indemnisation de plusieurs millions de pesos chiliens. En 2020, on a appris qu'une série télévisée basée sur l'affaire était en cours de réalisation. Les noms des participants et certaines circonstances ont été modifiés. Cependant, des questions essentielles restent en suspens. Malgré les aveux de José, de nombreux indices pointent vers l'implication de Jaime, mais ce dernier est toujours en fuite. Junko Furuta, lycéenne japonaise, est née le 18 janvier 1971 à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Elle vivait avec ses parents, fréquentait le lycée Yao Minami et travaillait à temps partiel dans une usine de plastique pour économiser de l'argent en vue de voyager après l'obtention de son diplôme. Junko était une élève exemplaire, manquant rarement les cours et ayant de bonnes notes.
ce qui la rendait populaire parmi ses camarades. Elle rêvait de devenir une idole, symbole de la culture pop japonaise, incarnant une image pure et séduisante. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue par un crime brutal. Ce crime a été considéré comme le pire cas de délinquance juvénile dans le Japon de l'après-guerre. Le 25 novembre 1988, les mineurs Hiroshi Miyano, Jyo Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont enlevé une lycéenne de 17 ans, Junko Furuta, qui vivait à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Pendant plusieurs semaines, les auteurs de l'enlèvement l'ont détenue de force au domicile des parents de l'un des ravisseurs. Les copains avaient l'habitude de commettre des viols collectifs avec succès. Avant le cas de Furutu, ils avaient également enlevé une autre fille, qu'ils avaient ensuite relâchée vivante. Pour compliquer la tâche de la police, l'un des ravisseurs a forcé Furutu à appeler ses parents et à leur dire qu'elle s'était enfuie de chez elle, qu'elle se trouvait chez une amie et qu'elle n'était pas en danger. Il a également menacé Furuta de se faire passer pour la petite amie d'un des petits amis du kidnappeur en présence des propriétaires de la maison. Ce comportement a cessé d'être nécessaire lorsqu'il est devenu évident que ces derniers n'allaient pas appeler la police. La jeune fille a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, suppliant les parents du garçon, chez qui elle était retenue, de l'aider, mais ils n'ont rien fait, craignant la vengeance de Miyano, qui était à l'époque à la tête d'un petit groupe de Yakuza et avait déclaré qu'il utiliserait ses relations et tuerait quiconque oserait s'opposer à lui. Le 25 novembre 1988, les mineurs Hiroshi Miyano, Jyo Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont enlevé une lycéenne de 17 ans, Junko Furuta, qui vivait à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Pendant plusieurs semaines, les auteurs de l'enlèvement l'ont détenue de force au domicile des parents de l'un des ravisseurs. Les copains avaient l'habitude de commettre des viols collectifs avec succès. Avant le cas de Furutu, ils avaient également enlevé une autre fille, qu'ils avaient ensuite relâchée vivante. Pour compliquer la tâche de la police, l'un des ravisseurs a forcé Furutu à appeler ses parents et à leur dire qu'elle s'était enfuie de chez elle, qu'elle se trouvait chez une amie et qu'elle n'était pas en danger. Il a également menacé Furuta de se faire passer pour la petite amie d'un des petits amis du kidnappeur, en présence des propriétaires de la maison. Ce comportement a cessé d'être nécessaire lorsqu'il est devenu évident que ces derniers n'allaient pas appeler la police. La jeune fille a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, suppliant les parents du garçon, chez qui elle était retenue, de l'aider, mais ils n'ont rien fait, craignant la vengeance de Miyano, qui était à l'époque à la tête d'un petit groupe de Yakuza, et avait déclaré qu'il utiliserait ses relations et tuerait quiconque oserait s'opposer à lui. Pour éviter les poursuites, l'un d'entre eux a forcé Furuta à mentir à ses parents en disant qu'elle avait fui son domicile et qu'elle était en sécurité dans la maison de son ami. On lui a également demandé de mentir en disant qu'elle était la petite amie de l'un des ravisseurs. Les parents du jeune homme savaient qu'il s'agissait d'un mensonge, mais ils ne pouvaient rien faire, car l'un des ravisseurs était membre du Yakuza et menaçait d'utiliser ses relations contre les parents s'il disait la vérité à qui que ce soit, s'il ne disait rien à personne. Laissez-moi vous raconter ce que les agresseurs lui ont fait subir chaque jour. Jour 1, kidnappé. Obligé de se présenter comme l'ami d'un des garçons, violé plus de 400 fois, privé de nourriture et d'eau, forcé de manger des cafards et de boire sa propre urine. Jour 11. Furuta a été battue un nombre incalculable de fois. Elle a été suspendue à un toit, les mains attachées et son corps utilisé comme punching ball. La jeune fille vomit en essayant de boire de l'eau, tente de s'enfuir et est punie pour cela par des brûlures de cigarettes sur les bras. Furut a versé un liquide inflammable sur ses jambes et y a mis le feu. Une bouteille cassée a été introduite dans son anus, laissant la jeune fille avec de multiples blessures.
Jour 20. Elle ne pouvait pas marcher en raison de graves brûlures aux jambes. Elle a été battue avec des bâtons de bambou. Ses mains ont été écrasées, ses ongles cassés, et elle a été frappée avec une batte de golf. Les rayons d'un grill de poulet chaud ont été insérés dans son vagin et son anus, ce qui a provoqué des saignements chez la jeune fille. Jour 30. De la cire chaude a été versée sur son visage. Des aiguilles ont été insérées dans ses seins. Ses mamelons ont été tirés avec des pinces et des ciseaux ont été insérés dans son vagin, provoquant de graves hémorragies. À cause de ces blessures, il lui a fallu 1 heure pour ramper jusqu'aux toilettes. Tympan gravement endommagé, réduction radicale de la taille du cerveau. Jour 40. La jeune fille a demandé à ses bourreaux ce qui suit « Tuez-moi et finissez-en rapidement ». Jour 44. 4 jeunes hommes mutilent son corps avec une barre de fer, brûlent son visage et ses yeux avec une bougie, puis versent de l'essence à briquet sur ses jambes, ses bras, son visage et son ventre, et les brûlent également. La torture finale a duré 2 heures. Furuta est mort d'un choc douloureux le même jour. À l'hôpital psychiatrique, les jeunes hommes arrêtés pour le meurtre de Furuta ont déclaré aux médecins qu'ils ne savaient pas comment la victime avait pu souffrir, pensant que la jeune fille faisait semblant. Après leur arrestation, les auteurs ont déclaré que peut-être 100 d'autres personnes savaient que la jeune fille était emprisonnée dans cette maison. Mais on ne sait toujours pas si ces personnes avaient simplement été dans cette maison ou si elles avaient également participé aux tortures et aux viols. Le lendemain de la mort de Furuta, les jeunes bourreaux ont placé son corps torturé dans un tonneau, l'ont rempli de mortier de ciment et l'ont jeté sur un chantier de construction près du quartier de Koto à Tokyo. Au Japon, l'affaire Furuta a été connue sous le nom de « meurtre de la lycéenne et affaire du ciment ». Les auteurs ont été arrêtés et jugés comme des adultes, mais, comme l'exige le système japonais de justice pour mineurs, leurs noms n'ont pas été divulgués. L'hebdomadaire Shukan Bunshun a toutefois rendu publique l'identité des meurtriers, arguant que les droits de l'homme ne s'appliquaient pas au bétail. Les détails personnels et les antécédents de la victime du crime ont également été détaillés dans les médias. En vertu de la loi japonaise, les adolescents ont été jugés comme des adultes et leurs noms n'ont pas été divulgués. Cependant, Shukan Bunshun a rendu publique l'identité des tueurs, arguant que les droits de l'homme ne s'appliquent pas au bétail. Les détails personnels et la biographie de la victime du crime ont également été couverts en détail par les médias. Les auteurs ont plaidé partiellement coupables. Ils ont seulement avoué avoir infligé des lésions corporelles ayant entraîné la mort de la victime, tout en niant les accusations de meurtre. En juillet 1990, les adolescents ont été condamnés à des peines de prison allant de 8 à 20 ans. Les parents du défunt, n'étant pas satisfaits de la sentence, ils ont fait appel et ont intenté un procès aux parents du co-accusé, dans la maison duquel le crime a eu lieu. Certaines des charges ont été abandonnées en raison de preuves contradictoires. Le sperme et les poils pubiens trouvés sur le cadavre de la personne décédée ne correspondaient pas au sperme et aux poils pubiens des personnes condamnées. L'action en justice a donc été rejetée. Hiroshi Miyano, qui a été reconnu comme l'auteur principal de l'infraction et a purgé une peine de 20 ans de prison, jusqu'en 2009. Jyo Ogura, reconnu comme son second, ainsi que Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont passé 8 ans dans la colonie pour mineurs et ont été libérés en 1999. Tous les délinquants ont changé de nom à leur libération. La justice pour mineurs était en vigueur au Japon à l'époque des faits décrits. C'est pour cette raison que les représentants des structures officielles n'ont pas donné de commentaires détaillés sur le déroulement de l'enquête et ont dissimulé l'identité de tous les criminels. Pour la première fois, les vrais noms des assassins sont apparus dans le journal Shukan Bunshun, dont les correspondants ont déclaré que les droits des personnes ne s'appliquent pas
au bétail. C'est dans cette publication qu'ont été publiées les biographies des auteurs et de nombreux détails choquants sur le meurtre. Hiroshi Miyano et ses complices ont presque immédiatement commencé à coopérer à l'enquête. Les sadiques juvéniles ont raconté en détail comment ils avaient torturé la jeune fille. Dans leur témoignage, les enquêteurs ont déclaré que le meurtre de Junko Furuta ne faisait pas partie de leur plan. Les auteurs ont affirmé qu'ils ne s'étaient rendus compte qu'après la mort de la victime de la gravité des blessures qu'ils lui infligeaient. Selon les tueurs, ils ont pensé jusqu'au dernier moment que Junko faisait semblant de souffrir et d'être en détresse. Au moment des procès, tous les auteurs étaient mineurs. Malgré cela, ils ont été jugés comme des adultes, avec toute la rigueur des lois locales. Le tribunal a déclaré les 4 accusés coupables. Pour la torture et le meurtre de Junko Furuta, les auteurs ont été condamnés à des peines allant de 4 à 17 ans de prison. La peine a semblé très clémente aux victimes, les parents de la jeune fille assassinée. Les parents de Junko ont même tenté de faire appel de la décision du tribunal. Cependant, pour un certain nombre de raisons, ils n'y sont pas parvenus. Le principal responsable, Hiroshi Miyano, c'est dans sa maison que la victime a été détenue, a purgé une peine de 17 ans de prison. La première chose qu'il a faite après sa libération a été de changer de nom de famille. Son complice le plus actif a fait de même. Apparemment, les criminels ont compris que des meurtres sont commis au Japon comme dans n'importe quel autre pays, mais leurs atrocités ne seront jamais oubliées par leurs compatriotes. En plus de ces conditions, le tribunal a également ordonné à la famille de l'un des participants au crime, Nobuharu Minato, de verser une compensation à la famille Furato d'un montant de 425 000 $. Cette somme n'a jamais été versée aux proches de Junko. Les époux de Minato ont donné tout l'argent pour lequel ils ont dû vendre la maison à des amis de leur propre fils après leur sortie de prison. Quant aux parents des autres violeurs, ils ne se considèrent pas tous comme coupables. Par exemple, la mère de Hiroshi Miyano, qui a continué à purger sa peine tandis que ses amis retrouvés à la liberté, était persuadée que la meurtrière Junko Furuta était responsable du chagrin de son fils et a même tenté de profaner la tombe de la jeune fille. Miyano lui-même, qui a changé son nom de Hiroshi à Yokoyama, a été libéré de prison en 2009. Pendant sa sortie, il a poursuivi ses relations avec les Yakuza, s'est mis au kickboxing, s'est fait connaître pour son penchant pour la violence sexualisée et, en 2013, a failli retourner en prison. Depuis lors, on a peu de nouvelles de lui, si ce n'est qu'il gagne sa vie grâce à des programmes de marketing à paliers multiples et qu'il conduit une BMW. Cette histoire commence bien plus tôt qu'on ne le pense. 1980, États-Unis. L'actrice Teresa Saldana est au sommet de sa popularité, après avoir joué dans le film de Martin Scorsese, Raging Bull, aux côtés de Joe Pesci et Robert De Niro. Nombreux sont ceux qui admirent son jeu et sa beauté, mais parmi les spectateurs se trouve un homme qui a décidé qu'elle lui était destinée par le destin. L'Écossais Arthur Jackson est plus qu'un simple fan dévoué. C'est un harceleur qui se rend compte que ses rêves ne sont pas destinés à se réaliser et qui décide que s'il ne l'a pas, personne d'autre ne l'aura. Dans les années 1980, les lois sur le harcèlement n'existaient pas et la police ne pouvait pas intervenir, même si quelqu'un faisait preuve d'une persistance maniaque. Jackson tente de rencontrer l'actrice, mais sans succès. Il décide alors d'engager un détective privé pour connaître son adresse. À l'époque, c'est facile. Pour une petite somme d'argent, on peut obtenir les informations nécessaires auprès du département des véhicules à moteur. Arthur se fait passer pour l'assistant de Martin Scorsese, appelle la mère de Teresa et lui dit qu'il a un scénario important pour sa fille. La femme le croit et lui dicte l'adresse de l'actrice. Peu de temps après, Jackson se présente chez elle. Il n'apporte ni fleurs ni cadeaux, il est armé d'un couteau.
Après l'avoir attendue à la porte, il l'attaque et la poignarde. Cela se passe en plein jour, sous les yeux des passants, mais personne n'intervient. Seul un homme, un livreur d'eau, se précipite à son secours, fait rouler son agresseur au sol et le maintient jusqu'à l'arrivée de la police. Teresa survit. Elle jouera même plus tard son propre rôle, dans un téléfilm consacré à l'agression. On pourrait croire que l'histoire est terminée. Mais en 1980, un jeune garçon souffrant de troubles mentaux et élevé dans une famille dysfonctionnelle assiste à l'attentat. Il est inspiré non pas par l'héroïsme de Teresa, mais par l'acte de son harceleur. En novembre 1982, Samantha Smith, 10 ans, écrit une lettre au dirigeant soviétique Yuri Andropov, souhaitant comprendre les causes de la guerre froide. Contre toute attente, elle reçoit une réponse et une invitation à se rendre en URSS. Dès lors, sa vie change radicalement. Elle voyage, écrit un livre, joue dans des séries télévisées. Son image innocente fascine le jeune observateur, qui commence à lui envoyer des lettres. Qui sait comment son engouement aurait pu se terminer s'il n'y avait pas eu une tragédie. En 1985, Samantha meurt dans un accident d'avion. C'est un coup dur pour le garçon, mais il trouve bientôt un nouvel objet de son attachement obsessionnel, l'actrice Rebecca Schaeffer. Pendant 2 ans, Schaeffer a été la véritable star de la série. Elle a connu la gloire, même si elle n'était pas très grande, mais tout de même. Grâce à My Sister Sam, elle commence à être invitée à différents types d'émissions, en tant qu'animatrice ou invitée. Le 18 juillet 1989, le véritable jour X se produit. Rebecca attend un coursier qui doit lui apporter un scénario, mais pas n'importe lequel. Il s'agissait du scénario du film Le Parrain 3, dans lequel Rebecca avait l'opportunité de jouer. Et si vous essayez maintenant de vous rappeler qui Rebecca jouait dans ce film, ne vous embêtez pas. Elle attend avec impatience l'arrivée du coursier. Lorsqu'on frappa enfin à sa porte, elle trouva devant elle un jeune homme qui se présenta. Et elle se souvint que ce jeune homme lui avait autrefois écrit des lettres. Ils se dirent un bonjour chiffonné, discutèrent un peu, puis Rebecca ferma la porte. Elle n'avait pas d'ennemi dans ce monde, a dit un ami de l'actrice Rebecca Schaeffer. Et à en croire les apparences, ce n'est en aucun cas un ennemi qui lui a fait ça. Je tiens, l'inaccessible, Robert Bardot. La vérité réside dans le fait que quelque chose d'anormal a commencé dans la vie de Rebecca, en fait, bien avant qu'elle ne le sache elle-même. Pour son entourage, le premier signe a été que des voisins ont remarqué qu'un étranger vêtu d'un polo jaune se promenait dans les rues. Selon eux, il portait un volumineux dossier dans ses mains. Et il le portait comme s'il avait très peur de le renverser, comme s'il y avait de la nourriture dessus, par exemple, ou quelque chose de ce genre. Il a sorti du dossier une photo publicitaire en papier glacé de Rebecca et a demandé aux passants s'ils la connaissaient et où elle vivait. Je l'ai regardé et j'ai dit que, raconte Irène Tishkov, qu'il a rencontré à la sortie du marché. Il avait l'air bizarre. Debbie Kennedy l'a croisé 2 fois. C'était bizarre de le voir 2 fois, dit Debbie Kennedy. On y pense pendant 1 seconde, puis on continue son chemin. Un peu plus tard, il a été vu près de la maison de Rebecca Schaeffer, en train de parler à un chauffeur de taxi. Selon les passants, il demandait s'il s'agissait d'un immeuble ou non. D'où et de qui venait cet homme étrange? Pourquoi cherchait-il tant à savoir où elle vivait? Et, en fait, pourquoi faisait-il tout cela? Découvrons-le. Rebecca Schaeffer a été abattue ce matin dans l'entrée de son immeuble. Je suis sorti, j'ai appelé les secours, j'ai pris une serviette pour arrêter l'hémorragie. À mon retour, j'ai pris son pouls. Rien. Bien que la voisine ne puisse pas sentir le pouls de Rebecca Schaeffer, elle est toujours en vie. L'ambulance arrive rapidement, la charge dans la voiture et l'emmène à l'hôpital dans l'espoir de la sauver.
Hélas, 30 minutes plus tard, elle meurt. Comme le montrera l'autopsie, l'agresseur a utilisé des balles creuses spéciales qui transpercent le corps de la victime. Il l'a touchée en plein cœur. Il est difficile d'expliquer pourquoi elle n'est pas morte immédiatement. Rebecca hurle de douleur en répétant « Pourquoi ? Pourquoi ?» avant de perdre la raison. Cela ne fait qu'ajouter à la douleur des personnes endeuillées. La police est à la recherche de l'agresseur de la jeune actrice. Il s'avère que le tireur a été vu dans le quartier ce matin, montrant une photo de Rebecca à sa voisine, lui demandant si elle la connaissait. Apparemment, il était là depuis 6h30 et n'a pas essayé de s'enfuir. Le suspect est décrit comme un homme blanc, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, mesurant de 170 à 183 cm. Il n'a pas été retrouvé près de l'appartement de l'actrice décédée ce matin. Craignant pour sa sécurité, l'un des voisins, qui a souhaité garder l'anonymat, a signalé que l'inconnu cherchait Rebecca en montrant sa photo. Dès le lendemain, il a été retrouvé dans la ville de Tucson, en Arizona. Il s'agit de Robert John Barda, 19 ans. Pendant 3 ans, il lui a écrit des lettres, a essayé de la rencontrer, puis a vu une scène d'amour dans le film et a décidé de commettre un crime. L'accusé a été appréhendé à Tucson. Selon la police, il courait sur la route en criant aux automobilistes qu'il avait tué Rebecca Schaeffer. Il n'a pas caché qu'il voulait se suicider. Après le meurtre, Bard retourne dans sa ville natale, mais la réalisation de ce qui s'est passé le submerge. Il titube sur l'autoroute, désemparé. La police trouve en sa possession la même photo de Rebecca. Les policiers contactent sa famille et apprennent de nombreux nouveaux détails. Il ne fait aucun doute que c'est Robert Barda qui a tiré une balle dans le cœur de la pauvre femme. Il est extradé vers la Californie. Les détectives découvrent qu'il a une histoire malsaine avec sa famille. Il a survécu à des agressions pendant son enfance, a été hospitalisé 2 fois à Tucson à l'âge de 14 ans, souffrant de dépression et d'anxiété. Il a été placé dans une famille d'accueil, puis dans un institut psychiatrique. Les problèmes familiaux, l'isolement, le travail de gardien, les heures passées devant la télévision, les fantasmes de relations avec des femmes indisponibles sont autant d'éléments qui forment une fixation malsaine sur Rebecca Schaeffer. Il a failli abandonner, mais un nouveau film sort. Il voit une scène de lit et décide que la fille qu'il aime l'a trahi. Pour lui, elle n'appartenait qu'à lui et aurait dû rester innocente. Il décide alors d'utiliser un tuyau, en espérant que même si sa main tremble, la cartouche éclatera dans le corps de la jeune fille et l'achèvera. Parallèlement, Robert engage un détective privé et le paie $250 pour qu'il trouve l'adresse du domicile de Rebecca Schaeffer. Après avoir reçu les données, il se rend à Los Angeles. Il ne trouve pas tout de suite la maison de Rebecca Schaeffer, bien qu'il ait l'adresse exacte. Lorsqu'il la trouve, Barda appuie sur la sonnette, bien décidé à affronter le service de sécurité de l'idole, sauf qu'il n'y a pas de garde du corps. Rebecca se présente à lui. Je n'ai pas eu à tirer sur les gardes pour l'atteindre. Elle se tenait juste devant moi, comme une personne normale. C'était comme n'importe quel gars qui rêve de voir sa célébrité préférée, vous savez, et c'est arrivé. Il n'y avait que moi et elle, vous savez, je lui parlais. Barda est perdu. Il ne s'attendait pas à voir Schaeffer devant lui aussi facilement. Le type marmonne quelque chose, montre des photos, des lettres. Rebecca lui parle, mais bientôt elle s'excuse poliment, serre la main de son admirateur, lui souhaite bonne chance et s'en va dans sa chambre. Robert Barda est ensuite déçu. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut le plus, lui parler encore ou la punir, l'abattre, la détruire. Il se rend dans un restaurant voisin, commande des rondelles d'oignon, mange et s'en veut. Sa rencontre avec Rebecca n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Dans la salle de bain, il vérifie que son arme est bien chargée et se rend à nouveau chez elle. En chemin, Barda appelle sa sœur depuis une cabine téléphonique et lui promet « Tu auras bientôt de mes nouvelles ». À 10h15, le psychopathe se tient à nouveau devant la maison de Rebecca et appuie sur la sonnette. La jeune fille pense qu'il s'agit cette fois d'un coursier et descend.
Mais devant elle se trouve Robert Barda. Bien entendu, elle s'énerve et prononce la phrase suivante: « Vous me faites perdre mon temps ». Selon le tireur, c'est elle qui a fini par l'énerver. Je l'ai tué et je me suis dit, c'est moi qui l'ai fait. L'enquête et le procureur vont maintenant devoir déterminer le point le plus important. Robert Barda, compte tenu de son passé et de ses antécédents médicaux, était-il vraiment fou au point de commettre le mal sans savoir ce qu'il faisait? Ou bien se cache-t-il derrière des problèmes mentaux, alors qu'en réalité, c'est le mal qui l'habite qui alimente le côté sombre de sa personnalité? Le procès. Rebecca a été abattue dans l'entrée de son appartement de Los Angeles mardi dernier. La plus grande crainte de l'acteur est un harceleur obsessionnel qui veut détruire la star, qui n'est jamais sorti de son esprit. Après avoir parlé aux enquêteurs, les parents de l'actrice décédée Rebecca Schaeffer ont quitté le poste de police sans faire de commentaires aux journalistes. Ce jour-là, les parents de Rebecca, Benson et Dana Schaeffer rencontrent la procureure Marcia Clark pour discuter du procès. Les gens décrivent Marcia Clark, 40 ans, comme intelligente, perspicace, travailleuse et éclairée. Marcia promet « Je me battrai avec acharnement pour faire comparaître un psychopathe devant un tribunal et obtenir justice pour elle. » L'audience dure 2 heures. Les parents de l'actrice décédée se rendent au tribunal. « Rebecca me manque terriblement », déclare son père. L'état mental de l'accusé est ambigu. La question n'est pas de savoir s'il a commis l'infraction. Le principal dilemme est de savoir pourquoi il l'a fait. Se rendait-il compte de ce qu'il faisait? Juste avant le début du procès, l'accusation et la défense concluent un accord. Le procureur Clark refuse de requérir la peine de mort pour Bard. En échange, la défense accepte de laisser le juge décider seul. Robert John Barda admet avoir tiré sur Rebecca Schaeffer. Mais ses avocats insistent sur le fait que leur client est fou et ne peut être condamné. Marcia Clark doit prouver le contraire. Le garde qui a refusé de laisser passer Bard témoigne. Il a commencé à me dire à quel point il était amoureux de Rebecca Schaeffer et à quel point il voulait la voir. Je lui ai expliqué que nous ne pouvions pas le permettre. J'ai essayé d'être très professionnel, amical et poli avec lui. Après une longue conversation, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il quitte le studio et qu'il n'essaye pas d'approcher Rebecca Schaeffer. Le frère qui a acheté l'arme à Robert s'exprime également. Il est désolé et apporte un témoignage qui contribue à démontrer que les actes de l'accusé étaient planifiés et prémédités. Quand vous avez acheté l'arme, est-ce qu'il vous a donné de l'argent pour l'achat? Oui, c'est exact. Vous souvenez-vous de son prix? Un peu plus de 200 $. Le détective privé engagé par Barda témoigne également. Robert Barda nous a demandé de trouver l'adresse postale d'une jeune femme qu'il connaissait. Il s'est tourné vers le détective privé et lui a dit « Je dois trouver cette personne. Voici une photo. » Pour prouver que Barda est un malade mental, ses avocats font appel à un psychiatre pour l'interroger. Mais la procureure Marcia Clark n'a pas la tâche facile. Elle s'acquitte de sa tâche principale, qui consiste à séparer les faits des manipulations habiles. Finalement, le juge prononce la sentence. « Je déclare l'accusé coupable de la mort de Rebecca Schaeffer. La peine est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » Cela permettra aux parents de Rebecca d'avoir l'esprit tranquille. Barda exprimera plus tard ses regrets, mais personne ne le croira. Après cette tragédie, la première loi contre le harcèlement, stalking, est adoptée aux États-Unis. En outre, les détectives privés ne peuvent plus obtenir d'informations personnelles sur les citoyens par l'intermédiaire du département des véhicules à moteur. C'est tout pour l'instant. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez gentils et souvenez-vous que le mal ne reste pas impuni.